Bonjour, je suis Christine Bricot du Centre d'interprétation de la Côte de Beaupré et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Mémoire de la Côte. Bonne émission! Celui qui a été maire de la municipalité pendant 15 ans partage avec nous son parcours sur la Côte de Beaupré, un parcours teinté, oui, par sa vie politique, par sa vie de chantier et par l'amour du territoire. Plus que tout, vous allez découvrir un citoyen engagé qui croit en la richesse de son coin de pays. Je vous invite à découvrir le parcours de M. Robert Paquette. Bonne émission! Bonjour, M. Paquet. Bonjour, madame. Merci de nous recevoir chez vous par une pareille belle journée. Si vous pouvez commencer par me parler un petit peu de vous, d'où vous venez. Vous venez d'ici, de Saint-Féréol? Moi, je suis natif de Saint-Féréol. Je suis natif du 19 décembre 1928. Et j'ai toujours demeuré à Saint-Féréol. Vous habitiez à quel endroit? Je demeure à 3346, avenue Royale. Puis où vous demeurez quand vous étiez, où vous êtes né? Moi, je suis venu dans la partie ouest de la municipalité, environ entre le Mont-Saint-Onge puis le village, OK. entre les deux. Parlez-moi un peu de vos parents. Mes parents, mon père est natif de l'île aux Ouaies et mes grands-parents Paquette sont déménagés à Saint-Féréol. Et c'est pour ça que je suis venu au monde à Saint-Féréol. Ils sont toujours restés à Saint-Féréol. Mes grands-parents, du côté de ma mère, c'est des Parés, sont natifs de Saint-Féréol. Eux, ils demeuraient pas loin ici, d'avant de descendre la côte, là. Ils demeuraient là. Puis votre grand-père Paquet, qu'est-ce qu'il était venu faire à Saint-Féréol? Cultivateur. Comme mon grand-père Paré, c'était un cultivateur. Quel souvenir vous avez de votre enfance à Saint-Féréol? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à vos années d'enfance? Ah mon Dieu, c'était à l'école. On allait à l'école au village, c'était au village. Et puis, moi, j'aimais ça à l'école, il n'y avait pas trop de problèmes. Alors, mais par contre, ce qu'on avait bien hâte, c'est le printemps, le mois de mai, quand il arrivait. Et on vous conterait des anecdotes. Ce qu'on trouvait, c'est dans ce temps-là, après l'école, il fallait aller dire le chapelet à l'église. Et je peux vous dire que ça nous retardait pour aller jouer, les enfants. On avait hâte dans le mois de mai. Dans le mois de mai, dans ces années-là, il faisait plus beau que le mois de mai qu'on a aujourd'hui, qu'on a eu cette année. C'est pas mal mieux. Alors ça, c'était... Mais j'aimais beaucoup aller à Atlas, j'aimais ça. Ah oui. Oui. Tantôt, on parlait de votre enfance, vous parliez de l'école, que vous aviez des bons souvenirs de l'école, mais vous parliez que vous aviez surtout hâte de finir l'école pour aller jouer. Qu'est-ce que c'était Aller jouer, en plus de ça, j'étais amateur de pêche, mais du côté de mon père, c'était pas des amateurs tellement, mais du côté de ma mère, c'était une famille qui aimait la chasse puis la pêche. C'est là où j'ai appris à chasser puis à pêcher. Alors, j'aimais bien ça d'aller après l'école, d'aller à la pêche. Puis dans l'automne, ben, aller étendre des collets, puis faire une petite chasse de petits gibiers. Où vous alliez pêcher? Dans la rivière Jean-Larose, parce que c'était proche de nous, ça, c'était le plus haut. Parce qu'il y avait la rivière Saint-Onge, mais c'était trop dangereux pour nous autres, les jeunes, là. Mais surtout la rivière Jean-Larose. OK. On pouvait y aller à pied, puis il n'y a pas... Dans les vallées autour de nous, est-ce qu'il y avait des enfants qui glissaient, des... Des lissades, c'était des voies naturelles. Il y a des côtes en quantité, des champs ici. Alors, c'était ça, nos lissades. On pouvait glisser, et puis on allait. Surtout quand on était un petit peu plus vieux. Là. OK. Donc, après l'école, quand vous avez terminé l'école ici... Moi, j'ai terminé l'école à l'âge de 14 ans. Parce que j'ai fait ma 9e année. J'ai jamais doublé d'année. J'ai commencé à l'école, toutes les heures montaient, mais rendu à 8e année, on avait... À un moment donné, on a eu un professeur, un collège, puis on avait des professeurs. C'était un professeur qui nous faisait l'école, au lieu des religieuses, pour les garçons. Et puis,
Moi, j'étais en 8e année, j'étais tout seul élève en 8e année. Puis en 9e année, il y avait un élève en 9e année, quand ça, 9e année. Le professeur, il dit, moi, je ne ferai pas 2 classes. Une 8e puis une 9e. Je vais faire une classe en 9e année. Alors, j'ai fait ma 8e puis la 9e en même temps. Alors, j'ai fait les deux. Et j'avais 14 ans, alors rendu au mois de juin. Mes parents, les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'avaient pas l'argent d'abord, premièrement, m'envoyer à l'extérieur pour étudier. Ouais. Parce que j'étais pas champion, mais j'ai jamais appris mes leçons chez nous. Je lisais une fois, mais j'en avais assez. Vous vous débrouillez. Oui, bien. C'était facile pour moi de me rappeler ce que... Alors, à 14 ans, rendu au mois de septembre, au lieu de retourner à l'école, bien, je suis monté en forêt avec mon père. OK, là, c'était le travail, là, Oh, le début là, de la... là, c'était fini l'école. Là. C'était fini l'école. Même si j'aimais bien ça, ben, je ne pouvais pas. Mais entre les deux, j'aimais encore mieux aller travailler en forêt parce que j'aimais ça. Puis aller bûcher comme bûcheron avec mon père. OK. Au CIET, dans ce temps-là, c'était pas des scies mécaniques, ça n'existait pas. Au CIET. Donc, racontez-moi cette époque-là. C'était Et- où? Ça vous prenait combien de temps à monter? Vous en alliez où? Bon. Les opérations forestières étaient en arrière, ici, en arrière du Mont-Saint-Onge, dans ce coin-là. Puis moi, je débarrassais ici au village. Alors, le dimanche après-midi, avec notre pas de sac sur le dos, mon père, puis un de nos voisins d'ici, M. Couture, pour être rendu pour le lundi matin, on montait le dimanche après le dîner, on montait au camp. Ça prenait 2 heures et quart à pied. C'était à pied, dans ce temps-là, pour toute la semaine. Ah oui. On descendait le samedi après-midi ou le samedi soir, parce que c'était pas question de ne pas travailler le samedi, il fallait que je travaille. C'était 6 jours par semaine. Puis le dimanche, dans ce temps-là, c'était pas de travail, là, autant que possible. C'était des journées de plus que 8 heures. Oh oui, le matin, tu commençais, tu déjeunais à 6 heures, puis après le déjeuner, tu t'en allais dans le bois. Et tu revenais, quand on n'était pas trop loin du camp, tu revenais dîner au camp, quand c'était à 15-20 minutes. Puis moi, je me rappelle, mon père, comme beaucoup d'autres, il avait le camp puis la cuisine pour manger. Et le camp où on couchait, le dortoir, là. La cuisine, c'était une autre bâtisse, à Moiron. Et on arrivait pour dîner, on ne rentrait pas au camp. On accrochait notre calotte sur le bord de la porte en rentrant. On dînait, puis après le dîner, on prenait la calotte, on va dans le bois. On venait en noirceur le soir, quand c'était l'automne. Et quand c'était l'été, bien, on bûchait jusqu'à l'heure du souper, puis après le souper, souvent, on allait corder du bois, notre bois, parce que on va dans la noirceur. Donc là, c'était pour quelle compagnie? À Saint-Anne-Power. La Saint- Toujours Saint-Anne-Power, qui était pour le moulin de Beaupré, qui n'existe plus aujourd'hui. Oui. C'est pour ça. Qu'est-ce que vous vous souvenez de la vie dans le camp, d'être loin, d'être juste entre hommes aussi? Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette époque-là? Moi, je l'ai fait longtemps. Je l'ai fait de l'âge de 14 ans jusqu'à 28 ans. Alors, j'ai fait toutes les étapes. J'ai bûché pendant 2-3 ans. J'ai commencé avec mon père. Et le plus difficile, mon père était un bon... Notre chiotte, la lame de scie, il fallait s'aiguiser. Mon père était plus ou moins bon. Alors, moi, j'ai appris, excusez l'expression, sur le tas, à limer ma lame pour qu'elle coupe, puis ça ne tire pas, puis que ça y est mieux. Ah oui. C'est comme ça. Mais c'était quand même un travail, non seulement c'était physique, mais il n'y avait pas une portion aussi de danger et de... Oui, de blessures, De blessures, ça arrivait souvent qu'il y avait des blessures. Il n'y avait pas de protection comme aujourd'hui, puis il fallait faire attention. Puis, alors, on a appris. Et c'est un métier qui est assez dur. Ah oui. Donc, dans le fond, vous passiez du dimanche après-midi, vous étiez parti, vous reveniez le samedi. On venait le samedi. Donc, là, le samedi, vous retrouviez votre mère, la famille, La famille, tout ça. Est-ce qu'il y avait une sorte de, je dis de fête ou en tout cas, ça devait... Non, c'était... C'était le... Bon, tout le monde était bien content de revenir, et puis... ça, c'est la période. Et je me rappellerai toujours l'année qu'on s'est mariés, en 1954. On s'est mariés au mois de septembre, comme je l'ai dit. Hein. Et moi, j'avais 24 ans. J'avais des chevaux. J'avais pris des contrats de chambrayage de bois, de 4 pieds. Et puis aux fêtes à Noël, le jour de l'an, j'ai jamais descendu pour passer Noël puis le jour de l'an avec mon épouse.
Ça, je me rappellerai tout le temps. À passer le Noël, le jour de l'an, on restait chez mon père. Et puis, les moyens de transport qu'il y avait pour après, ils n'étaient pas fameux. Et puis, c'était pas trop facile. Ah oui. Et dans ce temps-là, ben, c'était 6 jours par semaine, du matin au soir, du lundi matin au samedi soir. C'était ça, la vie. Quand vous étiez avec la Sainte-Anne Power, Ça part, oui. donc c'était beaucoup la coupe. On faisait la coupe et le transport du bois. Le transport du bois, ça faisait l'hiver avec des chevaux. Après ça, c'était le mécanique à rentrer, ça, puis les camions. Ben, ça pour tout ça, puis on emmenait ça sur le bord des rivières ou sur le bord des lacs. Donc là, c'est ça, vous avez parlé de la drave. Après ça, c'était la drave le printemps. Le printemps, à fond des nez, ben là, c'était la drave. C'était comme ça. Moi, j'ai pas connu ça. Non. Expliquez-moi. Explique-moi comment ça se faisait, la drave. Ben, la drave, nous, ici, contrairement à d'autres régions du Québec où le bois qui était coupé était en 8 pieds ou en 12 pieds, nous autres, c'était des billes de 4 pieds. 4 pieds de long. Et puis, une corde de bois, c'était 128 pieds apparent, 4 pieds de haut, 4 pieds de large, 4 pieds de haut, 8 pieds de long. Ça, c'était une corde. Et ça, on n'avait pas des prix énormes pour ça, mais ça, c'était... Ça. Et au Ciotte, quelqu'un qui coupait 3 cordes de bois, c'était un bon bûcheux. Ah oui. Cordé. Ça, c'était... Et là, on a du mal à s'imaginer ce que c'est couper oui, tout ça aujourd'hui. Et ce qui arrive avec ça, c'est qu'il y en a qui étaient très adroits. Il fallait que tu fasses attention de quelle façon tu abattais ton arbre pour pas avoir de difficultés quand tu sciais, pour pas que ça serre, tu restais pris, puis pas que ça soit trop bas non plus, puis les reins. Puis c'était... Il fallait faire attention à comment l'envoyer, puis pas qu'il reste branché, c'est-à-dire tomber d'un autre arbre. Puis, c'était... Donc, de 14 ans à 28 ans... J'ai fait des opérations forestières. J'ai coupé du bois. À l'âge de 17 ans, j'ai coupé 300 cordes de bois. Saint-Anne-Power, ici, au Ciotte, entre le mois de mai et le mois de décembre. J'avais le record. C'est où j'avais le record. À 300 cordes. Dans une ronde, on appelait ça une ronde, nous autres. Parce qu'il y en a plusieurs qui venaient, puis ils jumpaient, puis ils partaient, puis ils revenaient. Ben non, ils ne t'offraient pas. Moi, ils ne t'offraient pas. 300 cordes à l'âge de 17 ans. Et cette année-là, moi, ma mère était malade, mon père ne pouvait pas monter dans le bois en même temps que moi, au début des opérations de coupe. Alors, j'avais monté, puis rendu au dépôt de la compagnie, Saint-Anne-Power, aujourd'hui. J'avais une maison qui était contremaître pour un contracteur. Moi, je montais pour aller travailler sur la drave. Il dit, ce serait bien mieux de t'en venir bûcher. Il dit... parce que ça dépendait du bois, s'il y avait du beau bois, puis il y a toutes sortes de choses là-dedans. Alors, c'est là que j'ai suivi mon oncle, j'ai coupé 300 cordes de bois dans l'été. Racontez-moi comment vous avez rencontré votre conjointe. Ça, c'est... J'ai rencontré ma conjointe lors d'une partie de cartes chez mon voisin. Je démarrais sur mon père, ici au village, puis le voisin, le dimanche soir, on allait jouer aux cartes. Les gars, elle demeurée au camp Saint-Nicolas, elle avait resté, elle travaillait pour une dame qui était pour avoir un bébé, voisin de chez nous, face de chez nous. Je ne la connaissais pas. Et puis, elle était là, puis on était d'autres garçons. Puis les filles de mon voisin, il y a plusieurs filles. On va là, vous jouez aux cartes, c'est là que j'ai connu mon épouse. Ah oui, hein? Ça jouait beaucoup aux cartes? Oui, ben oui, il n'y avait pas d'autre chose. Non. Le temps des fêtes, c'était des soirées de danse, puis ainsi de suite. Mais j'ai connu mon épouse comme ça. OK. Et après la soirée, bien, j'avais été la reconduire où elle travaillait. J'avais eu le privilège qu'elle m'invite pour venir, et c'est de même que ça a commencé. Bon. En 1958, mon président de syndicat que j'avais, c'était les charpentiers menuisiers d'Amérique, là, me demande pour être représentant syndical sur la Côte-Nord à Bécomo. Ah. Parce qu'il avait syndiqué des employés des opérations forestières de Québec-Nord-Shore à Bécomo, Frentlin, Châteaurbé. Frentlin, ça existe encore. Châteaurbé qui est Pont-Cartier. Il y avait des opérations forestières. Et puis il m'avait demandé pour le début des opérations, formation des comités de camp, ainsi de descendre à Bécomo. Comme j'avais la forêt, j'avais jamais été sur la Côte-Nord, ça m'intéressait d'y aller, pour savoir comment ça se passait, puis qu'est-ce que c'est. Alors, j'ai parti pour un mois, puis j'étais 4 ans. Ah!
Ben, je suis revenu, au bout d'un mois, ben là, ils m'ont demandé d'être représentant permanent à l'application de la Convention collective des opérations forestières, tout ça. Là. Ben là, on commençait à élever notre famille. Ben, j'ai dit là, on m'a parlé à mon épouse avant de savoir si elle est d'accord ou non, là, parce qu'elle restait toute seule ici. Puis les moyens de communication, bien comme autre, à ce temps-là, c'était l'automobile, mais ça prenait du temps. Là. Hein? Alors, elle me dit oui. OK. Là, j'ai été 4 ans à Bécomo, jusqu'en 1962, comme représentant syndical. J'ai fait de l'organisation syndicale, puis dans plusieurs chantiers sur la Côte-Nord. Est-ce que c'était un travail exigeant quand même? Il fallait... Ah oui, tu arrivais d'un camp, il y avait 150 gars, là, ainsi de suite, puis tu fais ton assemblée, puis il y avait de la concurrence, il y avait CSN, puis ainsi de suite. Alors, c'était une expérience. C'est OK. là où... Et puis en 1962, mon président de mon local, de mon syndicat, s'est présenté candidat crédit social dans la veille des Réal Cahouette au fédéral, aux élections fédérales de 62. Et c'était un chic-type, il venait de Kamouraska, Saint-Pascal de Kamouraska. Et puis il a été élu. Puis c'était pas un notaire, c'était un bûcheron comme moi qui avait bûché dans le bois, puis ainsi de suite. Puis alors, il a été élu. Et comme ça prenait quelqu'un pour le représenter, pour prendre la place comme président, bon, parmi le groupe qu'on était, ils m'ont suggéré de me présenter à la présidente. Alors, j'ai pris la présidente jusqu'en 1969 et j'ai fait de l'organisation un peu partout dans la province, à Côte-Nord, dans l'Abitibi, au Lac-Saint-Jean, un peu partout. Alors, pour courir l'Abitibi, surtout la Gaspésie, négocier convention collective, puis tout ça, jusqu'en 69. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé de ces années-là? Vous étiez, dans le fond, vous travailliez avec ce que vous aimiez, le bois, Le mais bois, sans puis faire... avec les employés, les travailleurs forestiers. Et puis, avec différentes mentalités, parce qu'au Québec, on a différentes mentalités. Puis, la mentalité des gens de la Beauce, pas ceux de la Gaspésie, puis ainsi de suite, puis essayer de coordonner tout ça, puis essayer de s'en tirer. Et c'était rough and c'était assez dur. C'était assez... Ça vous a fait un... J'ai appris mon métier parce que j'ai fait des relations industrielles pendant 50 quelques années. Puis je l'ai appris comme ça. Et en 69, j'ai quitté le mouvement syndical. Et j'avais un voyage de chasse au caribou sur la Côte-Nord, au nord de cette île. OK. Et je suis allé à la chasse au caribou. Et en revenant, j'avais l'Association des manufacturiers de bottes pour le Québec qui me connaissait parce que j'avais négocié avec eux autres du côté patronal. L'Association des... Manufacturiers de bottes, les moulins à scie, puis tout ça, les chopes à bois, etc. OK. Alors, eux autres, ils m'ont demandé, on aurait besoin de quelqu'un en relation industrielle, serais-tu prêt à venir travailler? Mais là, du côté de la table, alors, du jour au lendemain, là, j'allais du côté patronal. Oui. Ça, c'était une autre expérience. Mais j'avais l'expérience de quelle façon que j'avais participé au niveau syndicat, fondé mon syndicat, puis on contrôlait, à un moment donné, dans mon syndicat, on contrôlait 95 des opérations forestières dans la province. Ah oui? Ah oui. Et puis, à un moment donné, une année, c'était sur la rivière Saint-Maurice, la drave se faisait une année. C'était 2 compagnies qui flottaient le bois sur la rivière. Tu avais Consolidated Batters, puis l'International Paper. Et une année, c'était l'International qui négociait, puis l'autre année, c'était Consol, qui était porte-parole à la table de négociation. Et cette année-là, c'était le porte-parole de la compagnie Consol, puis il ne voulait pas nous donner ce que vous voulez avoir comme augmentation de salaire. On montait des augmentations de salaire de 5 cents, 10 cents ou 15 cents $ dans ce temps-là. C'était pas des... Et puis... mon comité de négociation, c'était tous des gars des draveurs et des gars de bois. C'était assez rough. Ils ont dit, si t'es pas capable d'obtenir ça, pourquoi qu'on ne sort pas en grève? Alors, mon bureau-chef, moi, les charpentiers menuisiers de riz, c'était Washington, bureau-chef. Alors, j'avais appelé au bureau-chef pour savoir si je déterrais la grève, si j'allais avoir des fonds de grève. Je les avais expliqué l'explication. Ils ont dit, on va te baquer, on va... Ah oui? On va y aller. Alors, je rentre à la table de négociation, puis je dis au porte-parole patronal,
tu as 10 minutes pour me donner ce que je te demande. Ben, donc, les 5 moulins de papier vont arrêter. Il n'y aura pas de bois qui va sortir du Saint-Maurice. Hey. J'imagine que ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Parce que là, rendu au printemps, les moulins de papier, il y avait des réserves de bois, il n'y avait pratiquement plus. Alors là, le bois, il était dans le Saint-Maurice, il fallait qu'il sorte de Saint-Maurice. C'est en quelle année? Vers quelle année, ça? Ça, c'était en 67, 68. Donc, la politique, vous avez été dedans rapidement. Oui. Puis vous avez été dans la politique au sein de votre village. Comment ça s'est passé? J'ai toujours aimé la politique. Puis à un moment donné, en 69, quand j'ai quitté le mouvement syndical, avant d'être député patronal, ça faisait quelques années que la politique, ça m'intéressait. Alors là, j'ai décidé, il y avait, pour moi, mais des gens, parce que dans ce temps-là, la politique, ça faisait drôlement, c'était libéral ou bien non, l'Union nationale. C'est pas compliqué, là. Moi, j'étais libéral. Alors, j'ai toujours été. Mes grands-parents, c'était des libéraux. Alors, je suis au Mont des Rouges. Alors, je vais dire, comme j'ai toujours dit, au Mont des Rouges. Ouais. Alors, je m'étais présenté contre le maire qu'il y avait dans le temps, qui était Union nationale, en 69. Puis j'ai été élu en 69 pour la première fois comme maire de Saint-Ferréol. Je n'avais pas d'expérience. J'avais déjà été à des assemblées, mais c'était moins compliqué qu'aujourd'hui, pas mal moins compliqué qu'aujourd'hui. Puis c'était beaucoup plus simple. Mm-hmm. Alors, j'ai été élu. Et puis, à ce moment-là, les élections étaient tous les 2 ans. Ah oui, Oui, c'était la loi. Et puis, en 71, j'ai été réélu. En 73, j'ai été réélu. Puis ainsi de suite, jusqu'en 1993, où j'ai quitté. Là, j'ai été remplacé. Les gens ont dit on a assez. Puis, il y a 2 termes que je n'ai pas fait entre-temps, parce que en 77, 80, je l'ai fait, mais en 80, là, les gens ont dit on va te remplacer par un autre. Alors, ils ont mis un autre à ma place comme maire jusqu'en 85. Lui, il a démissionné parce qu'il travaillait pour Hydro-Québec, puis il était rendu à Beijing. Puis, OK. alors, il a démissionné, je suis représenté. J'ai été réélu pour une 3e fois, Ah oui. jusqu'en 93. Et en 1988, parce qu'en même temps, j'étais maire de Saint-Ferréol, mais comme j'ai toujours aimé la politique, je m'occupais de la politique provinciale et fédérale. Alors, je me suis mouillé pas mal avec Robert Bourassa, puis le Parti libéral provincial. Ouais. Moi, j'étais dans Charlevoix. Je suis devenu président de l'Association libérale de Charlevoix. OK. Je suis devenu directeur régional pour les 17 comtés de la région de Québec sur le Parti libéral, Ah oui. à laquelle où je siégeais Robert Bourassa, je siégeais sur l'exécutif du Parti libéral. Oui. Et en 88, j'ai tenté ma chance au fédéral pour me présenter candidat au fédéral. Et je suis arrivé 2e, puis ça n'a pas passé. C'était dans la veille de Brian Mulroney. Alors, comme toutes les vagues, j'ai pas dit. Qu'est-ce qui peut la caractériser, cette côte de Beaupré-là? Qu'est-ce qui la différencie de Charlevoix? Qu'est-ce qui la différencie de Québec? Qu'est-ce qui fait son identité? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en viennent sur la côte de Beaupré pour demeurer, pour être un peu en campagne, puis changer. C'est pas la même chose. C'est pas une ville, c'est campagne. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Les vieilles mentalités, tout ça, là, ça existe encore. Ouais. Quel rapport vous avez au paysage quand vous regardez autour ici? Bon, effectivement, c'est très vallonneux, c'est magnifique. Qu'est-ce que quelle place ça a dans votre vie, les paysages, puis C'est parce que c'est pas monotone. Chaque kilomètre que tu peux faire sur la côte de Beaupré, le paysage change. C'est ça qui est différent. Contrairement, si je vois dans votre région où vous êtes natif, c'est beaucoup plus plat. Il y a des montagnes, tu les vois loin, les Appalaches, et ainsi de suite. Et puis, contrairement ici, c'est pas pareil. Ouais. Il y a eu des changements importants sur la côte de Beaupré. Je pense à, entre autres, la construction du boulevard Sainte-Anne. Y a-t-il des changements comme ça qui vous viennent en tête de choses qui ont changé la vie sur la côte? Bien, l'avenue du boulevard Sainte-Anne, c'était très grande réussite parce que avant ça, c'était l'avenue Royale. C'était pas drôle le temps du touriste de monter à Québec. Ça prenait pas mal de temps. Puis, tandis que là, avec l'avenue du Mont-Saint-Anne. Mais ça a un avantage, ça a un désavantage.
Quand les gens prennent le boulevard Saint-Anne, ils n'arrêtent pas sur la côte, ils s'en vont dans Charlevoix. Ouais. Ça, c'est le problème. Comment faire pour les garder sur la côte? Est-ce que vous chassez encore puis vous pêchez encore? Moi, oui, moi, je suis un chasseur à l'arc ou à l'arbalète, OK. à carabine. Et là, la chasse rouge à l'Orignal le 12 septembre, samedi le 12 septembre, là, pas samedi qui s'en vient, l'autre. Et je vais être prêt pour aller à la chasse. Ah Commencer, oui, hein? ouais, Là, donc, ça s'est transmis, ça. Donc, de votre De père moi, à vous, à votre fils. pas tellement mon père comme mes oncles. C'est ça, vos oncles. Ouais. À vous, à votre. À mes fils, pas tous. OK. J'en ai deux. Un en particulier, c'est pas mal, il aime ça. L'autre, Christian, oui. Mais après ça, Yann, qui a multiservice, là, le déménagement. L'autre qui est ici en haut, Richard, lui, c'est des fleurs avec sa mère, puis ainsi de suite. Lui, c'est le forêt, non. Et même à votre petit-fils. À mon petit-fils. À votre petit-fils. J'en ai deux petits-fils qui font un peu de chasse, mais il y en a un, aujourd'hui, il travaille, il est contremaître, mais il est au Labrador. Là. Il vient toutes les 2 semaines sur les constructions des gros travaux. Là, OK. alors, En tout cas, on sent que vous C'est êtes la encore raison. amoureux de votre municipalité. oui. Et c'est la raison pourquoi je suis revenu au conseil. Les gens m'ont dit, tu as l'expérience, on a une mairesse qui fait son possible, elle travaille, puis elle a des exemples ambitieux, on ne peut pas la blâmer. Des fois, elle va un petit peu vite. Alors, pour lui aider, tout, parce que dans un conseil, des fois, c'est pas trop unanime. Et puis, Oui. mon expérience, s'ils veulent s'en servir, je suis prêt à la mis à la disposition. Et je suis très heureux de mes élections du mois de mai. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que j'aurais pu oublier, que vous aimeriez ajouter, que j'ai oublié de poser comme question? Non. Ça fait longtemps qu'on placote. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Ça m'a fait plaisir, d'ailleurs. Vraiment un beau parcours. Puis je vous souhaite encore autant d'énergie, la santé aussi. Autant qu'on a la santé, on fait pas mal de choses. Bien, merci beaucoup, M. Paquet. Parfait. Merci. Merci.